Le samedi 28 juin, le Rwanda et la République démocratique du Congo ont signé à Washington un accord de paix sous la médiation des États-Unis. Un événement présenté comme historique après plusieurs décennies de conflits sanglants dans l'Est congolais. Cette initiative vise officiellement à mettre fin aux violences armées qui ravagent de la région, tout en ouvrant une nouvelle phase de coopération régionale. Cependant, derrière les discours optimistes et les images symboliques de la signature, de nombreuses interrogations demeurent. Pour une grande partie de l'opinion congolaise et des analystes internationaux, cet accord semble également répondre aux intérêts stratégiques des États-Unis, notamment en matière d'accès aux minerais critiques de la RDC. La signature de cet accord intervient dans un contexte de conflit prolongé, marqué par la présence de plus de 100 groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Parmi eux, le mouvement rebelle M23 demeure le plus influent et le plus redouté, bénéficiant, selon plusieurs rapports internationaux, du soutien du Rwanda. Lors de la cérémonie à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump a déclaré que la violence et la destruction prennent fin aujourd'hui, affirmant que la région entamait un nouveau chapitre d'espoir, de paix et de prospérité. Une déclaration forte, mais jugée prématurée par de nombreux observateurs. L'accord a été signé dans la salle des traités du département d'État sous le regard symbolique du portrait de Colin Powell. Le secrétaire d'État Marco Rubio a qualifié ce moment de historique, évoquant la fin potentielle de 30 années de guerre et d'instabilité. Pourtant, sur le terrain, la réalité reste dramatique. Selon les Nations Unies, près de 7 millions de personnes sont déplacées en République démocratique du Congo, faisant de cette crise l'une des plus graves et complexes crises humanitaires au monde. Les racines du conflit remontent au génocide rwandais de 1994. Après les massacres, près de 2 millions de réfugiés Hutus ont traversé la frontière pour se réfugier en RDC, entraînant une militarisation durable des zones frontalières et une instabilité chronique. Depuis lors, l'Est congolais est devenu le théâtre de violences répétées, ayant causé la mort de plus de 6 millions de personnes, victimes directes des combats, mais aussi des famines et des épidémies liées à l'insécurité. Le M23, principal groupe rebelle aujourd'hui, a récemment renforcé son emprise sur plusieurs zones stratégiques, notamment les villes de Goma et Bukavu. Plusieurs rapports estiment également la présence de milliers de soldats rwandais soutenant le mouvement, une accusation que Kigali continue de nier. Réaction officielle et limite de l'accord, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a salué l'accord tout en reconnaissant que les blessures du passé ne disparaîtront jamais complètement. Elle a insisté sur la nécessité de respecter l'accord au nom des millions de victimes du conflit. De son côté, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a exprimé une prudence mesurée, rappelant que de nombreux accords précédents avaient échoué faute de mise en œuvre effective. L'un des principaux points faibles de cet accord réside dans l'absence du S-23 parmi les signataires. Le mouvement rebelle a clairement indiqué qu'il ne se sentait pas concerné par un accord négocié sans sa participation directe. Corneille Nangaa, leader de l'Alliance Fleuve Congo, incluant le M23, a affirmé que toute initiative ignorant les revendications des groupes armés était vouée à l'échec. Cette position alimente les craintes d'un sabotage du processus de paix. Kinshasa espère néanmoins que cet accord ouvrira la voie à un soutien sécuritaire accru des États-Unis, pouvant contraindre le M23 à se retirer des zones occupées et restaurer l'autorité de l'État congolais. Enjeux géopolitiques et économiques. Pour de nombreux Congolais, l'accord semble surtout favoriser les intérêts économiques américains. Les minerais stratégiques congolais, essentiels à la transition énergétique et aux technologies modernes, sont estimés à plus de 24 000 milliards de dollars. Dans un contexte de rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine en Afrique, cet accord apparaît comme un levier géopolitique majeur pour Washington, désireux de réduire l'influence chinoise dans le secteur minier congolais. Des experts, comme le politologue Christian Moleka, dénoncent un accord qui ignore les crimes de guerre et la justice pour les victimes, estimant qu'aucune paix durable ne peut être construite sans vérité, justice et réparation. Dans le Nord Kivu, province la plus touchée par les combats, l'accord suscite des réactions contrastées. Certains habitants y voient une lueur d'espoir, tandis que d'autres expriment une profonde méfiance envers les engagements internationaux et les promesses non tenues du passé. Après des décennies de souffrance et une année marquée par la chute de Goma, cet accord de paix représente à la fois une opportunité historique et un pari risqué. Sans l'adhésion réelle des groupes armés, sans justice pour les victimes et sans amélioration concrète de la sécurité sur le terrain, la paix restera fragile. La République démocratique du Congo se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins.
Si cet accord est mis en œuvre avec sincérité, transparence et inclusivité, il pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'Est du pays. Dans le cas contraire, il risque de devenir un accord de plus, sans impact réel, laissant les populations prisonnières d'un cycle de violence qui dure depuis trop longtemps.